Good morning, good afternoon. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Bien sûr, bonsoir et bonjour pour nous rejoindre. On attend quelques secondes que d'autres personnes nous rejoignent. Merci pour être à temps. On prend 2 ou 3 secondes encore. Alors, je crois qu'on va commencer puisque les gens sont en train de nous rejoindre avec différents fuseaux horaires, bien sûr. Merci pour être ici sur donc l'index de qualité des données. Nous parlerons aujourd'hui de la méthodologie du DQI et merci d'être ici. Peut-être c'est votre premier webinaire, mais en tout cas, s'il y a déjà des habitués, vous savez comment ça se passe. Eh bien, on va parler donc de l'indice de qualité des données. Et ensuite, on va parler plus de la méthodologie pour cette section de la consultation, mais aussi à la fin, après la présentation, il y aura du temps pour les questions et on va essayer de répondre à autant de questions que possible. Je m'appelle Anna Whitson. Je ne sais pas si vous me connaissez. Je suis spécialiste de la sensibilisation et des partenariats au secrétariat au PNUD de New York et ma collègue Amy sera là aussi plus tard. Donc, on va commencer tout de suite. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, quelques questions pratiques. Tout d'abord, c'est ce qu'on va enregistrer notre réunion. Je pense que l'enregistrement a déjà commencé. Alors, dans la pièce en anglais, mais aussi dans la pièce espagnole, la pièce française et la pièce portugaise. Tout sera enregistré. Donc, ce serait très utile si vous avez bien mis votre nom et le nom de votre organisation, justement votre nom de Zoom. Et aussi, si vous voulez utiliser l'interprétation, si vous êtes plus à l'aise pour écouter une autre langue comme le français ou l'espagnol ou le portugais, n'hésitez pas à cliquer sur justement le petit globe en bas et ensuite vous choisissez la langue désirée. Et comme je dis, à la fin, on aura du temps pour des questions à la fin. Donc, si vous avez des questions à poser par rapport à la présentation, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat ou bien vous pouvez lever la main virtuellement et puis on vous donnera la parole. Prochaine diapo. Alors, tout d'abord, je voulais vous donner un petit peu de contexte sur le besoin donc de meilleure qualité de données. Prochaine diapo. Oui, alors où est-ce que ça vient donc cet indice des qualités de données, des QI? Beaucoup d'entre vous ont été impliqués dans la rédaction du plan stratégique de YATI de 2020-2025 qui a été développé grâce donc aux gens qui sont membres. Et justement, ce plan reconnaît la qualité des données comme donc un facilitateur de l'utilisation des données. Donc, quand on avait eu donc les résultats de groupe de travail sur le cadre des résultats, les membres ont demandé des mesures révisées de la qualité des données. Ça a été demandé au niveau des mesures de qualité et surtout dans un format facile à digérer. Et en fait, ceci est venu de la part des membres. Au niveau du secrétariat, on veut aller de l'avant en consultation avec toute la communauté pour essayer de formuler ceci en tant que DQI, index de qualité des données. Et effectivement, pour servir tout le monde, l'objectif de ce indice DQI, c'est d'éduquer et d'inciter les éditeurs à améliorer la qualité des données qu'ils publient. Donc, on cible beaucoup plus au niveau politique, bien sûr, et aux prises de décision supérieures, et que ça soit facile à comprendre au niveau de mesures, vous voyez, et puisse faciliter la performance. Prochaine diapo. Qu'est-ce que nous voulons faire avec cette consultation? Avec les membres de la communauté, nous voulons parvenir à un accord. Donc, on est en train de réviser la qualité des données. Ça fait la première partie de la consultation. Qu'est-ce qu'on veut dire par qualité de données? À quoi ça ressemble pour YATI? Et aussi, on va convenir d'un ensemble de mesures révisées de la qualité pour tous les éditeurs de YATI et puis mettre en œuvre ces mesures dans un nouvel indice de qualité des données. L'intention, c'est d'éduquer, de changer et pour le plaidoyer pour la qualité des données. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Donc, je voulais parler un petit plus donc, du processus de consultation. On en a déjà parlé, mais sur cette même ligne, quel est le procès de consultation qu'on essaie de développer? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, sur l'écran, qu'est-ce que vous voyez? Les différentes phases qu'on a déjà effectuées et qu'est-ce qui va venir à l'avenir? Donc, la première phase s'est passée en 2021 et elle s'est concentrée sur des mesures complémentaires proposées qui doivent être gardées et tout amendement qui devait être proposé, tout ajout. Les mesures ont été proposées pour les délais pour la complétude des données et pour la validation des données, pour plus de confiance. Il y avait beaucoup de soutien positif pour ces nouvelles données de complémentarité de confiance. C'était assez ambitieux, en fait, mais un petit peu vague, par contre. On avait besoin de plus réfléchir, qu'est-ce qu'on mesure et pourquoi on les mesure. Donc, la phase 2, eh bien, on va penser qu'on va passer à la concrétisation de tout ceci. Alors, le travail futur, ça sera donc, par exemple, différents éléments pour les organisations humanitaires, évidemment. Alors, on va parler justement dans les poids et les mesures, et vous allez voir ce qui va se passer en mai et en juin de cette année. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, évidemment, pour mesurer différentes composantes dans l'indice. On a complété la phase 1, on a complété la première partie de phase 2, qui était donc en février-mars, sur les délais et la validation. Et maintenant, on est sur la complétude des données, consultation 2.2. Et puis, on va finir la consultation plus tard dans l'année sur les poids et les mesures. Et ensuite, ça sera sur l'UX et les tests et la construction. Ça, ce sont les prochaines étapes. Et vous verrez à quoi ça ressemblera. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, tout le résumé sera disponible sur Connect. On essaie de rassembler le résumé. Le résumé, ça sera bientôt disponible. Et puis, ensuite, on passera à la complétude des données dans les prochaines semaines pour les poids et mesures. Alors, on passe par Connect, donc on apprécie vraiment votre patience. Et en fait, si vous avez déjà utilisé Connect, je ne sais pas, mais en fait, chaque section de la consultation, on publie les articles sur la méthodologie et puis on a les webinaires ensuite pour répondre à des questions que vous pourriez avoir. Et effectivement, essayer de mettre de la réflexion sur Connect et pour beaucoup plus d'engagement. Voilà le plan donc pour notre processus en fait. Voilà, prochaine section, qui est la dernière section pour moi, juste un aperçu sur comment s'engager dans la consultation. Et on a une petite démo sur ça pour Connect. Amy, vous pouvez partager votre écran, parfait, et moi aussi. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, beaucoup d'entre vous, j'espère que tout le monde peut voir mon écran. Dites-moi si vous ne voyez pas, si vous avez des problèmes. Alors, pour Connect, vous êtes très familier déjà avec ceci, sur cette plateforme. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour voir ceci, mais il faut un compte si vous voulez vous engager au niveau du contenu et si vous voulez faire des commentaires. En fait, il faut un compte, mais c'est très facile à réaliser. Et en fait, après cette page, vous voyez ici sur l'indice des qualités des données, le DQI. Une fois que vous cliquez sur ceci, en fait, consultation DQI, on arrive sur la page de la consultation. Donc, je pense que c'est familier pour vous. Et en fait, la complétude des données se trouve ici avec les détails de la méthodologie. Et puis, on peut donner des commentaires aussi. Si vous cliquez sur chaque section, qu'est-ce que vous allez voir? C'est une méthodologie bien spécifique pour chaque section sur, par exemple, la complétude des données. Vous voyez ici la méthodologie. Vous pouvez descendre, remonter.
c'est assez robuste en fait. Et vous allez voir des questions de conseils. C'est très intéressant. On n'est pas limité au niveau des commentaires et des questions qui sont formulées. On pense que ça serait très utile d'entendre de votre part. Et en bas, comme Michel a déjà répondu, eh bien, c'est comme Facebook. On peut alimenter. Vous pouvez donner vos commentaires. Vous pouvez taper donc vos noms. C'est assez convivial. Mais si je voulais répondre, par exemple, à telle ou telle personne, je peux le faire là. Bon, je pense que vous connaissez le format, c'est comme Facebook. Et pour avoir cette conversation, ça sera très, très pratique les uns et les autres. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été utile pour vous et je donne la parole à Amy, ma collègue. Elle va parler un peu plus de la méthodologie et puis sur vos questions. Voilà, je vous remercie. Amy, merci. Merci Anna. Alors, ravi de vous voir. Oui, je vais parler des différentes mesures en fait pour la complétude des données. Si vous connaissez déjà le tableau de bord des YATI, c'est très reconnaissable avec ce que saisit déjà le tableau de bord et qu'est-ce qui est important sur la qualité des données. Donc, qu'est-ce qui a été édité, publié? Est-ce que ça a les éléments nécessaires en fait qui sont inclus? Bon, pour commencer, en fait, quand on veut regarder les mesures de complétude des données, il y a des actifs qui sont seulement actives, on veut regarder. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une activité active? De notre côté, il y a une date de commencement avant la date d'aujourd'hui et une date de fin dans le futur. Et les niveaux de YATI ne permettent pas une date de fin pour être dans le futur. Mais nous savons que le YATI publie avec des activités qui ont des dates de commencement pour l'avenir. Et puis, il y a une question d'équilibre. Est-ce qu'on a besoin de ceci dans nos mesures ou est-ce qu'on va les exclure s'il y a des organisations qui ne suivent pas ceci? Alors, on les inclut pour saisir les activités qui sont actives ou pas, mais cette logique peut être intégrée quand ça va être commencé à être publié. Donc, si vous voulez vous engager dans ce type de conversation ou si vous avez d'autres idées ou d'autres méthodologies, n'hésitez pas à nous les communiquer. Alors, on continue pour la première mesure. Alors, ça, c'est sur, en fait, ce qui est obligatoire et recommandé au niveau de la complétude des données. Alors, la mesure doit être, quand elle est obligatoire, et ceci a été inclus, comment on veut augmenter ceci? On suit les règles donc de YATI. On suit la validation YATI. Mais est-ce qu'elle couvre les règles? Il y a une question. Est-ce qu'on veut être strict et quelle est la mesure donc de cette… est-ce qu'on doit être très, très strict ou non? Au niveau de la date de début et aussi la date de fin ne doit pas être dans l'avenir. Donc, vous pouvez partager, s'il vous plaît, vos pensées avec nous. Nous sommes totalement ouverts à ceci. Prochaine diapo. Eh bien, on va parler des recommandations. Et c'est comme tout ce qui est obligatoire. Il y a déjà tout ce qui est recommandé par pays et par région sur le budget, sur les transactions. Ce qui est important à savoir, on va demander que ce soit une transaction qui est moins d'une valeur de nul pour une transaction, parce que sinon, ça n'a pas de sens pour nous. Et aussi, pour le budget, ça doit être présent si vous donnez certaines valeurs. Donc, au moins un élément de budget qui ait une valeur plus grande que 0.
Deux d'entre eux sont les critères des secteurs CAD de l'OCDE. On inclut différentes règles comme l'ajout des pourcentages jusqu'à 100 pour chacun des vocabulaires et également les niveaux de transaction et d'activité. Ce que nous avons ajouté, c'est le marqueur de politique. À nouveau, on suit les secteurs CAD de l'OCDE et également les codes qui sont significatifs. Et si vous voulez désagréger cela à la suite et les séparer des marqueurs de politique, c'est quelque chose que l'on pourra ajouter par l'avenir. Faites-nous le savoir si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être utile. Nous avons ensuite la classification. Donc, on regarde au type d'aide, type de finance et type de flux. Ceci est particulièrement utile quand on regarde les finances. Et ici, ce que nous proposons, c'est d'ajouter, c'est qu'il y ait au moins un des trois types, une des trois catégories qui soit valide, ou bien qu'il y ait une présence pour chacune des transactions. Ce n'est pas quelque chose qui est actuellement requis au niveau du schéma IATI, mais je pense que ce serait beaucoup plus utile pour les utilisateurs. Et donc, nous proposons d'ajouter cela, puisque cela suit la logique des régions, des langues, etc., au sein de IATI. Et c'est une addition qui va au-delà des standards actuels. Donc, faites-nous savoir si vous pensez que c'est une bonne idée d'ajouter cela ou non. Diapo suivante. Donc, on parle à nouveau du développement des objectifs millénaires pour le développement. Et nous proposons de regarder à la présence de ces OMD ou de ces objectifs. Et dans la consultation qui a eu lieu il y a quelques années, on a décidé que l'élément de tag était la meilleure manière de percevoir cet élément. Ce n'est pas la seule, on est bien d'accord, mais c'est une des possibilités. Ce qui a été décidé dans les règles, c'est si on le fait dans un sens, il faut aussi le faire pour le tag. Mais la complication de mettre en place cela sur le tag est un peu compliquée parfois. Donc, nous l'avons inclus ici. Mais la question que je vous pose, est-ce qu'on doit utiliser et le secteur et le tag ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Et le groupe de travail est d'accord sur le fait que ça devrait être fait dans les deux. Et si ça doit être fait que dans l'un, ça devrait être dans le tag et pas dans le secteur. Élément suivant, les identifieurs et la traçabilité. Donc ça, c'est une expansion de ce qui existait précédemment. Donc, reporter l'identifiant de l'organisation et faire en sorte qu'il soit le même que sur le registre IATI. Il y a différents outils pour ce faire et nous voulons continuer à faire en sorte que ce soit le cas. On regarde également les identifiants des organismes participants et des activités également. Nous ne sommes pas arrivés à un stade où on peut analyser les données des organismes et on peut dire et on ne peut pas savoir si l'ID de l'activité, l'identifiant de l'activité est correct ou non. Et nous aimerions arriver à cela et nous aimerions de continuer à discuter sur cette question et également réfléchir à la logique que l'on peut ajouter pour savoir si ces identifiants d'activité sont valides ou non et comment on peut définir cela. Et on pourrait déjà commencer avec la liste de codes des activités. Et nous aimerions vos suggestions sur la manière dont nous pouvons capter cette information pour que ce soit durable, que ça puisse être mis en place sur le long terme. Et nous aimerions entendre ce que vous avez à nous dire et comme suggestion sur cette question. Celui-ci est similaire, mais l'on regarde transactions en fonction du prestataire et du bénéficiaire ou de l'identifiant de l'organisation. Bon, toutes les formes de fonds qui entrent, que ce soit des engagements, des décaissements, des dépenses, etc. Et
Donc, pour voir de voir les fonds qui sortent pour les organisations bénéficiaires. Et nous avons divisé en fonction des types de transactions pour les flux entrants et les flux sortants. Et ce qui est intéressant pour la communauté et la question que vous me posez, c'est quel type de transaction doit-on avoir une note de cela pour tous les types de transactions, ou est-ce qu'il y en a qui ne devraient pas être notés, ne devraient pas être prises en compte dans ce détail? Donc, on va maintenant passer aux finances. Donc là, on regarde les types de transactions et ce qu'on veut voir, c'est quel type de transactions et d'organismes sont inclus. Ceux qui sont clés pour être utilisés au niveau des flots de fonds, des flux de fonds. La deuxième, c'est les dates de valeur. On l'utilise pour savoir comment est-ce à quel moment on a fait un changement de monnaie dans cette transaction. Donc, j'ai une question pour la communauté sur cela. Est-ce qu'on doit le faire que pour les activités qui n'ont pas d'activité enfant, donc que pour les activités mères, ou bien pour certaines activités en particulier et pas toutes? La question, c'est est-ce que la sous-activité doit être déjà inclus dans l'activité mère, ou est-ce qu'il faut détailler chaque sous-activité? Et donc, en incluant certains de ces projets, va peut-être affecter certains organismes de manière disproportionnée, qui ont cette structure de sous-projet, sous un projet mère. Et donc, alors, et peut-être que la question, c'est de voir, est-ce qu'une activité a une sous-activité? Et par conséquent, si c'est le cas, il faut exclure cette sous-activité et prendre en compte que l'activité principale, l'activité mère. Et pour la question de la date, c'est une question de période allouée. Nous, on pense qu'il nous faut 1 mois après la transaction pour reporter les informations, mais avec un peu de compréhension par rapport à cela. Mais nous aimerions savoir ce que vous en pensez et si cela vous semble une bonne idée ce mois ou non. Nous allons maintenant passer au budget. Merci. Donc, c'est également quelque chose où nous aimerions développer par rapport à l'ancien système. Nous voudrions voir si les budgets sont pour l'ensemble de la période d'activité. En ce moment, on demande s'il y a un budget par année calendaire. Mais ce que nous aimons regarder ici, c'est le nombre de jours pris en compte dans une activité et le nombre total de jours couverts par un budget. Et donc, il y aura certainement plusieurs budgets pour chaque activité. Et est-ce que ce budget couvre le même nombre de jours ou de mois? Et donc, le but de cela, et cela va nous donner un pourcentage, et ce sera le pourcentage d'une activité couvert par un budget. Et donc ensuite, si on ajoute tous les budgets au sein de l'activité, on doit arriver à 100%. Et donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez, si c'est une bonne manière de le faire ou s'il y a une meilleure manière d'avoir ce type d'information. Nous allons inclure les budgets avec des valeurs positives, mais également des valeurs négatives ou des valeurs nulles. Sachant, nous savons bien qu'à la fin d'une activité, parfois, on a des budgets nuls quand tous les fonds ont déjà été alloués sur la première partie de l'activité. Et à ce moment-là, on autoriserait des budgets à 0, des budgets nuls. Nous allons maintenant passer à la partie humanitaire. Donc, sur cette question humanitaire, ce qui est particulièrement important, c'est d'avoir les données humanitaires. Ce n'est pas une qui est publiée par tout le monde, mais certains le font et c'est intéressant d'avoir les informations de ces organismes. La première, c'est la proportion des activités qui est utile pour les utilisateurs. Et on va regarder si il y a un drapeau humanitaire ou non. Et donc, à nouveau, on regarde les champs humanitaires, mais là, on regarde quelle activité humanitaire on a identifiée, combien il y en a eu, et dans chacune, est-ce qu'il y a un
scope humanitaire ou un secteur humanitaire. Et donc, nous allons regarder en détail lesquels rentrent dans chacune de ces catégories pour avoir plus d'informations sur chaque activité humanitaire. Ensuite, nous passons aux résultats. Actuellement, le dashboard IATI nous donne juste des indicateurs de résultats, mais ne va pas dans le détail. Donc, nous voulons garder cette mesure, mais nous voulons garder 3 ajouts. Est-ce qu'il y a une baseline, c'est-à-dire un point de repère, un objectif spécifique et la réalité actuelle? Ce sont des éléments qui pourront être utiles. On peut les utiliser en les combinant avec des données quantitatives, qualitatives, et cela peut être très intéressant pour les utilisateurs. Et donc, la question, c'est est-ce que cela vous semble des données qui sont utiles pour vous, que vous aimerions que nous puissions récolter? Et on passe maintenant à la suite sur les liens aux documents. Donc, à nouveau, cela est déjà partiellement couvert par le système actuel. Est-ce qu'il y a des dossiers d'activité? Nous proposons également d'ajouter des dossiers pour les organismes. Le but, ce serait d'avoir un système en boulier et de savoir si, avec un score de 1 ou 0, s'il y a ou pas. Mais IATI s'attend à ce que les organismes conseillés aient au moins un document, un dossier pour organisme. Mais parfois, il y en a plusieurs dossiers qui sont proposés. Et dans ces conditions, comment faisons-nous? Comment est-ce qu'on gère cela? Et comment est-ce que on ne recommande pas à ce qu'il y ait plusieurs dossiers. Ce ne fait pas partie de la recommandation de l'IATI, mais nous ne savons pas comment gérer cela et nous attendons vos recommandations par rapport à ce que nous devons faire par rapport à cela. Et nous passons enfin à la localisation. Donc, aujourd'hui, c'est déjà inclus, mais nous regardons un peu plus en donnant d'aller un peu plus loin dans cette question de la localisation. Nous attendons à ce qu'il y ait des données qui seraient plus utiles potentiellement. Et pour cela, nous proposons d'ajouter la localisation géographique, le nom de l'endroit, la description de l'endroit et la zone administrative couverte. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous aimeriez voir apparaître dans cette mesure? N'hésitez pas à nous le dire, de nous en faire part. Donc, nous arrivons à la fin de ces mesures de complétude ou d'exhaustivité des données. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Anna. On a pas mal de questions et de commentaires. Je crois que j'ai quelques petits problèmes d'Internet, donc si jamais vous ne m'entendez plus, n'hésitez pas à me le dire. Questions in the chat. I'm just scanning through. Sarah, I know you also helped last time with going through the questions. If there are other technical counterparts, so please feel free to come in here as well. Yeah, happy to sort of, I've been going through the comments in the chat, so thank you for everyone who is contributing there. I just wanted to flag a couple for Amy to perhaps respond to. There was a question towards the beginning on the methodology for aid type. So it says it's not clear from the methodology description if at least one of the aid type vocabularies need to be used for the data to be considered good quality, or all vocabularies. The formulation at transaction level, no more than one aid type code from each vocabulary must be used, suggests the latter. So Amy, I don't know if you want to clarify on that. Thanks. Thank you for pointing that out. And Sarah, do correct me if I'm wrong. We were not implying that you had to use one aid type from each vocabulary. It was just the presence of an aid type. Sarah's nodding, which is a good sign. So yeah, thank you. We will amend the wording there to reflect and make that clearer. And then there was some discussion around the aid type and finance type and flow type. And I think this is something that, Amy and I have discussed at length, and we could anticipate some discussion. So thank you for your contributions, and please make sure to add those on Connect. I think
this is one, at least from my perspective, is there's quite a disconnect between, like publishers and data users in terms of need. But I think that, definitely one we are, happy to discuss and consider, but just to say that aid type, or particularly finance type, is essential for use by partner country governments. If they don't know whether money is a grant or a loan, it's very difficult to analyze that data or use it for their national processes. So that's like number one, most important. And then definitely for aid type, understanding the type, simply whether it's project support, whether it's sector budget support, whether it's budget support, this kind of basic categorization is extremely important. Flow type has also been requested by governments, but I would say it's the least important of the three. But just to clarify, of course, we're trying to drive quality improvements to enable usability. And so this is one of the key areas that every time I'm supporting a government, I run into issues with this, the finance type not being there, and then the government saying, well, if we don't know if this is a loan or grant, we can't use this data. So just to clarify where that comes from. I wanted to read, there was a comment on the SDG data. Before we move on, Sarah, yep. Michelle, is your hand up in response to sorry. the aid type? I didn't see that. And my apologies, I'm having computer issues, so I hope you can hear me. And thanks for putting all of this together. My question is going to be very indicative of the fact that this is not my space. But when you mentioned, Sarah, about the governments needing to know if it's a loan versus a grant, isn't that an issue that is more about bilateral directly to them? Because let's pretend Canada is giving IOM money and we're then sending it to an implementer, and an implementer is doing something in the country. My challenge with not so much the finance type, but with the flow for sure, if it starts out as ODA from Canada's perspective, unless I'm telling my implementing partner that the money we got from Canada was ODA and therefore they classify, it starts to get lost the farther down and farther removed you are from the actual donor who knows and needs to know the ODA classifications. And in the finance type, if Canada loaned money to IOM and IOM granted it on, the loan versus the grant is really when the government itself is expected to pay the money back, as opposed to whether or not I got the money in the form of a loan and then I just granted it on to an implementer. No, I don't even know if my suggestions are even possible, but it just seems to me that the finance type is really more about bilateral funding, direct between government and government, as opposed to when you've got people in between, such as the UN or implementing partners or something Et like si that. vous avez des personnes en intermédiaire comme l'ONU, ou cela peut être un Est-ce que problème. vous comprenez quelque chose? Oui, vous avez raison. En fait, c'est très important pour les organisations bilatérales. Et donc, pour un exemple, pour le Nigeria, quand on passe par toutes les données et on essaye de rassembler les données, et est-ce qu'on peut les assigner pour les NGO? Eh bien, il y avait un donateur, un grand donateur bilatéral, et il n'avait pas de type financier. On peut juste assumer qu'est-ce que c'était. Et je pense que le défi, c'est que des fois, vous avez ces entités et ils mettent des informations, mais ces informations ne sont pas connectées. Et quand l'utilisateur regarde ces informations, il ne peut pas comprendre. Et effectivement, ils ne savent pas comment les lier à telle ou telle organisation. Pour chaque organisation, il faut faire des hypothèses sur à qui on doit l'assigner ou à quoi on doit l'assigner. Et donc, on pense que les ONG ne vont pas donner des prêts à des gouvernements, on peut l'assumer, mais il faut essayer de réduire les hypothèses. Et si ce n'est pas certifié, s'il n'y a pas de niveau, et je pense que si vous ne pouvez pas connecter ces flux et ces organisations, il faut s'en éloigner. Et en fait, oui, désolée de vous interrompre, mais c'est pour ça, justement, Johanna a dit
Donc, ceci dit pourquoi la traçabilité est tellement importante en tant qu'élément. Parce que si vous ne savez pas quel est le type de flux, au moins, si vous pouvez essayer de tracer, de suivre par la chaîne. Et par exemple, ma subvention du Canada est là. Ah, je ne sais pas quel est le type de flux, mais je peux remonter jusqu'au Canada. Alors, on peut voir l'origine. Et pour mesurer, ce n'est pas dans cette consultation. C'est pour ça que je suis pour les moyens de mesure, pour bifurquer les choses. Et effectivement, un pays donateur a besoin de dire qu'est-ce que c'est. Et si ce n'est pas là, alors il y a des risques de faire des erreurs. J'ai eu des donateurs, et je l'ai déjà dit, dans Connect, qui m'a dit « Ah, ce n'est pas ODA, il ne faut pas le publier. » Et dans Yati, et je leur ai dit « Écoutez, je ne savais pas si c'était un ODA. » Et effectivement, je suis juste à côté. Et c'est vraiment, c'est un défi parce que si ce n'est pas dans mon contrat et ça me dit est-ce que c'est ODA ou pas ODA, eh bien, comment on peut faire deviner? Et alors, la qualité va en souffrir, évidemment, mais je peux m'arrêter là. Oui, c'est un point très valable et il faut le considérer. Et il y a une distinction, je pense, par rapport à donner des données de qualité au niveau financier. Et il faut penser au côté individuel séparément et il faut y réfléchir. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Il y avait un commentaire dans le chat sur l'utilisation des tags et des secteurs pour les informations ODD. Je vais essayer de lire ceci. Donc, le tag, le secteur pour les informations ODD, l'éditeur doit pouvoir choisir pour publier donc ce vocabulaire. Il faut qu'il soit sûr de la qualité si le tag n'est pas publié. D'accord. Eh bien, on aimerait justement entendre d'autres vues de la part des éditeurs. On a aligné ceci. Et ça, c'est une autre chose. Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on essaye d'exécuter ce conseil par l'index DQI en disant que c'est important? Est-ce que la charge de l'utilisation des données pour les utilisateurs doit être avec les tags, mettre tout dans les tags? Ou alors, est-ce que peut-être il faut mise à jour la charge et mettre aussi les tags? Et on voudrait entendre plus d'opinions de différentes organisations dans la communauté Yati par rapport à l'indice DQI. Je pouvais intervenir. Alors, c'est intéressant. Moi, je passais donc du groupe de travail des ODD et je sais que de la perspective de l'ONU, eh bien, à cause de l'exigence de l'ONU de faire donc le financier par les ODD, eh bien, il y a des sous-groupes parmi les éditeurs qui pourraient utiliser les codes secteurs ou les éléments pour rapporter les ODD, mais aussi c'est compris qu'on est l'une des rares organisations qui vont pouvoir donc détailler les données financières pour les ODD. Et si je me rappelle dans le passé, est-ce qu'on veut donc partager d'une manière arbitraire par ODD?
parce que c'était assez arbitraire pour les éditeurs, à part l'ONU. Eh bien, ce que je pensais à faire, c'est les deux. Comme ça, on a besoin des conseils, de le faire par tag, mais on peut le faire par secteur aussi. Et ceci dit, il faut commencer à se demander la taille donc des fichiers qu'on a et la redondance de données qu'on trouve dans ces fichiers. Et on peut mettre actualiser et accroître ce qu'on a, mais des fois, on dit toujours la même chose, mais dans différents endroits. Il va falloir le redire dans cet élément-là. Et finalement, je ne pense pas qu'on peut résoudre la question ici, mais quand on part de la version 2.4 ou la prochaine version, il faudra réfléchir là-dessus parce que les fichiers vont devenir tellement énormes que ça va être très difficile de travailler avec ça en tant qu'éditeur et en tant qu'utilisateur. Donc, c'est pour ça qu'on les met dans les deux endroits parce qu'on peut et dans les deux endroits parce qu'on va être constant avec l'espace tag. Vous avez les localisations, mais ça va devenir énorme. Je ne connais pas la solution, mais il faudra vraiment y penser et voir si les personnes techniques peuvent nous aider avec ceci au niveau des solutions avec l'informatique, du côté informatique. Cheers, thank you, Michelle. Yeah, Merci beaucoup, Michel. Oui, you know, it is the UN who are looking to have SDGs. c'est les Nations Unies qui veulent avoir des OMD dans certains secteurs plutôt que nous en tant que YATI. Et la question, c'est à quel point on s'aligne sur ces exigences-là, en fait. Et il faut peut-être trouver un compromis et que certaines organisations ont des besoins différents, peut-être. Et puis pour ajouter cette question de changement potentiel à l'avenir, la manière dont les données de l'OMD peuvent être utilisées et à quel point ils peuvent être utilisés, ça c'est vraiment une question très importante parce que actuellement c'est vraiment compliqué de savoir comme en tant qu'utilisateur de données de véritablement utiliser ces données sur les OMD à travers l'ensemble des organismes et je trouve que c'est vraiment une question qu'on peut se poser au niveau des pays sur la ressource et les allocations de ressources en fonction des OMD et de la manière dont les ressources ont été allouées à ceci ou à cela et à ces différents OMD. Et il y a toujours un peu une question sur cela. Et je pense qu'on n'a pas vraiment de réponse. Et la possibilité d'utilisation de ces données est une vraie question sur ce qui a véritablement été publié. Et il y a toujours cette question de la manière dont on peut utiliser et combiner ces données pour qu'elles soient plus utilisables. Et donc, je pense que c'est une vraie question et je pense qu'il faut que nous réfléchissions à la question de la manière dont on peut rendre ces choses utiles et utilisables pour les utilisateurs et que ces données soient combinées de manière claire. Je retourne à la boîte de discussion. Gary, vous avez ajouté quelques commentaires, me semble-t-il. Merci. Tous très intéressants. Je vais en lire quelques-unes. Et puis peut-être que vous voudriez commenter pour ajouter quelque chose. L'un des commentaires, c'est beaucoup d'indicateurs sont liés simplement à un document et que cela peut nous faire que au bout du compte, on peut avoir qu'un seul document. Peut-être que ça nous amène à pas être exhaustif. Et une autre commentaire, c'est les mesures ne parlent pas d'intervention humaine pour l'analyse. Et donc peut-être que Amy, tu voudrais répondre à cela? Merci Sarah, merci Gary. Oui, je pense que il va toujours avoir un défi avec Yati, c'est que pour le moment, nous n'avons pas la possibilité de faire des vérifications manuelles sur les données. Et peut-être que cela, ce n'est peut-être pas une question de l'équipe technique de l'IAT, mais plutôt sur les utilisateurs des données, de manuellement vérifier le contenu. Ce que l'on peut faire, nous, du point de vue technique, c'est vérifier à quel point la structure de données est correcte et quel type de données vous inclut. Mais nous ne sommes pas dans n'avons pas la possibilité de faire une évaluation sur la pertinence ou plutôt la justesse de ces données et à quel point
elles sont correctes. Si vous avez une manière, une proposition de vérification qui n'implique pas de vérification manuelle, nous sommes preneurs, mais nous ne pouvons pas vérifier manuellement toutes les données qui sont mises en ligne chaque jour. Il y en a beaucoup trop. On parle de 14 000 types d'informations mises en ligne chaque jour. C'est impossible. Merci pour avoir pris la question. Nous comprenons que vous essayez de faire quelque chose qui est très compliqué. Ça fait 10 ans que nous essayons de faire la même chose, donc nous comprenons votre position. Mais sur ce premier point, s'il y a des indicateurs précis qui cherchent ou un résultat spécifique, alors c'est compliqué parce que souvent les projets sont beaucoup plus complexes que cela. Ils ont beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de données bien plus nombreuses. Et je pense que c'est une question auquel vous avez déjà fait face. Mais comment est-ce que on se retrouve dans une position où chaque éditeur remet une information en face de chaque indicateur. Comment est-ce qu'on fait en sorte que cela n'ait pas lieu? Je n'ai pas de réponse à cette question, mais j'ai l'impression que la manière dont vous avez mis les choses en place actuellement, ça pourrait nous amener à cela. Et c'est un peu la limite. Et comment est-ce que l'on gère cela? Vous savez, on est encore en train d'essayer de trouver une solution. On a bien conscience que on est toujours c'est toujours un problème et nous espérons que c'est mieux d'avoir trop d'informations que pas assez. C'est ce qu'on se dit et on va essayer d'aligner les données par rapport à cela. Pour nous, c'est pour les utilisateurs des données et qui peuvent revenir vers nous, retourner voir les organismes et dire qu'il y a un souci. Ce que l'on pense, c'est que en les incluant, on a plus de chances que les organismes respectent correctement cela en mettant les points dans notre index. Mais si vous avez des idées de comment est-ce qu'on peut avancer sur cette question, n'hésitez pas à nous le dire. Nous n'avons pas de réponse pour le moment, mais nous sommes ouverts aux suggestions au sein du système ou de la communauté pour essayer d'améliorer la qualité des données. Bien évidemment, c'est évident. Juste pour ajouter par rapport à ce qu'a dit Amy, avec cet index automatisé, ça nous permet d'ajouter des choses au jour le jour. Ça nous donnait également une possibilité à l'utilisateur d'avoir des informations en temps réel. Donc, le but n'est pas seulement d'avoir un index, mais d'également avoir une manière de mesurer des informations au jour le jour avec des informations de qualité. Et donc, permettre que, bien sûr, en mettant cela en place, ce n'est pas parfait, ce n'est pas un système parfait, et bien évidemment qu'on peut essayer d'améliorer les choses et le rendre plus fonctionnel. Mais en même temps, c'est un proxy, c'est un outil pour permettre aux gens d'obtenir une porte d'entrée vers des informations. S'ils veulent plus d'informations, ils peuvent aller plus loin de leur point de vue. Mais je pense que pour les utilisateurs, ça reste quand même intéressant et le fait de pouvoir le faire automatiquement permet de voir à quel point la qualité des données augmente régulièrement. Et s'ils veulent ces informations, ils peuvent avoir accès à ces informations ensuite et se retourner vers l'organisme en question et avoir l'ensemble des informations là-bas. Et donc, je pense que il y a toujours cette question de confiance, on en a déjà parlé. Lorsqu'on a conceptualisé cet index, et c'est qu'il faut qu'on fasse confiance également à nos utilisateurs de données. Et le but, c'était d'avoir quelque chose qui était plus automatique, plus en temps réel, mais bien évidemment, il y a des limites à cela. Et donc, si vous voulez quelque chose de plus détaillé, vous n'avez plus l'aspect temps réel. Si vous voulez que tout soit vérifié, alors bien évidemment, vous n'avez plus cette question de temps réel et de données au jour le jour. Donc, Anna, tu voudrais ajouter quelque chose à cela? Anna, on ne t'entend pas.
Est-ce que vous pouvez m'en aider, Johanna? Oui, on vous entend. Oui, je suis désolée. La technologie, ce n'est pas vraiment mon ami en ce moment. Je me disais, je regardais Connect et la manière dont les consultations ont lieu et sont organisées, et je me disais, et vous devez faire des commentaires sur chacun élément. Ça nous oblige à mettre des commentaires sur chaque élément, certes, mais cela nous donne également une vision très fragmentée de l'index. Et très souvent, certains commentaires, on aurait dû faire des liens entre les différents éléments pour pouvoir commenter. Et je me suis dit, peut-être que ça pourrait être utile d'avoir une théorie de changement par rapport à cela, une vision de l'utilisateur, des besoins de l'utilisateur qui nous amène à créer cet index. Et on a eu un peu cela hier et je ne pense pas que ça n'était le cas jusqu'à maintenant. Cette notion de, oui, nous avons besoin de cet élément parce que quand on travaille avec des gouvernements, ils nous demandent tel et tel élément, ils ont besoin de cela et de cela. Et parfois, avant, on nous a dit, ah, les utilisateurs ont besoin de cela. Et là, on n'a pas vraiment regardé cela de très près. J'en ai pas conscience en tout cas, et en tout cas d'études qui ont été faites sur les véritables besoins des utilisateurs et s'ils ressentent des frustrations quand ils regardent notre index et qu'est-ce qui serait utile pour eux et quels sont les éléments clés qui leur permettent enfin, disons, cette vision implicite qu'ils ont sur nos données et cela nous permettrait d'avoir une meilleure compréhension de pourquoi est-ce qu'il y a certains éléments à tel endroit et quelle utilité cela a et qui les emmène dans cette direction. Avoir un modèle qui pourrait refléter ces besoins et nous amener à trouver des solutions alternatives. Voilà, c'était juste une suggestion parce que parfois, je me dis, je ne sais pas trop ce qu'on cherche à faire en fait. Et pourquoi est-ce qu'on met ces choses-là en place? Quel est le but, l'objectif? Et donc, je me dis que peut-être avoir des commentaires sur les utilisateurs pourrait vraiment être utile à ce niveau-là. Amy est là, pas sûr, pas sûr. Oui, oui, je comprends, Johanna. L'utilisateur est un vrai défi pour nous au niveau d'IATI. On part de cette discussion des organismes, utilisent nos données et de dire, ah ben voilà, cette donnée est utilisée tant de fois par tant d'organismes. Nous n'avons pas du tout de données sur cette question-là. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et effectivement, c'est cette vision-là, c'est ce qu'on essaye à faire. Mais Johan a dit, mais avant, on nous disait, les utilisateurs ont besoin de cela. OK. Mais quel utilisateur? Parce que pour nous, en tant que donateur ou bien éditeur, ça n'a pas de sens. Et si vous me dites que les utilisateurs ont besoin de cela, d'accord, je comprendrai. Et je pourrais comprendre un peu plus cette question-là. Et pas forcément le nom des utilisateurs, mais comprendre ce qu'ils cherchent et quels objectifs ils ont, parce que nous, de notre point de vue, on ne comprend pas, on ne voit pas quels sont les objectifs en fait. Je comprends tout à fait votre point de vue. Je pense qu'il y a énormément d'informations et je pense que cette information, en termes des besoins d'utilisateurs, on a des tonnes d'informations sur cette question, il y a des tonnes de recherches d'effectuer sur cette question. On a peut-être 40 documents juste sur cette question de la manière dont les utilisateurs utilisent les données de l'IATI. Et ces 2 dernières années, on a essayé de communiquer avec les utilisateurs et d'essayer d'obtenir quels étaient leurs besoins et comment est-ce qu'ils les utilisaient. Et on a les gouvernements des pays qui nous ont présenté les besoins qu'ils avaient en termes de données et les qualités, les besoins qualitatifs qu'ils avaient en termes de données. Et nous avons voulu essayer mais peut-être clairement, on ne l'a pas expliqué suffisamment aux personnes fournissant les informations aux éditeurs. Et donc, je comprends cela. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations dans IATI que parfois,
nous, en tant que secrétariat de l'IAT, nous comprenons les utilisateurs et leurs besoins au sens large, je dirais. Parce que c'est notre travail de comprendre quels sont leurs besoins. Mais communiquer cela aux éditeurs, c'est quelque chose qui est important. Je suis d'accord, je le comprends et ce n'est pas simple. Et nous allons continuer à essayer de nous améliorer sur cette question, de vous transmettre cela de manière plus claire, faire en sorte que la communauté comprenne véritablement de quoi on parle. Mais dans des consultations comme celle-ci, nous avons souvent des éditeurs qui sont là plutôt que des utilisateurs qui viennent à ce type de discussion. Mais c'est important d'essayer de comprendre cette méthodologie, effectivement. Je pense que c'est encore compliqué pour nous, à part si vous êtes un utilisateur expert qui utilise l'outil tout le temps. C'est vraiment compliqué pour un utilisateur simple qui vraiment s'engage dans cette consultation, explique pourquoi il a besoin de ces données, alors que de votre côté, c'est beaucoup plus facile de vous engager et de présenter les choses. Je pense qu'on a tous conscience que c'est un vrai challenge au sein d'IATI. Mais je pense que c'est aussi qu'en tant qu'utilisateur, vous êtes intéressé que par ces données agrégées et pour 36 pays. Enfin, vous regardez juste votre objectif principal et vous n'entrez pas dans un niveau de détail et vous ne réfléchissez pas à ce qu'on doit changer, nous, au sein de Yati, pour pouvoir l'utiliser. C'est très compliqué d'avoir cette vision-là. Donc, mais oui, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire et nous allons continuer à essayer de faire en sorte de s'améliorer sur cette question. Je ne voulais pas arrêter cette conversation très intéressante, mais juste, nous avons dépassé notre temps imparti et les interprètes vont aussi devoir nous quitter. Donc, je voulais juste donner quelques commentaires de fin. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir participé à ce webinaire que je pense était très intéressant. Je sais qu'on n'a pas eu le temps de reprendre tous les commentaires qui ont été mis dans la boîte de discussion, mais nous allons essayer de répondre par écrit à ceux que nous n'avons pas eu le temps de répondre oralement en vous envoyant des documents pour essayer de répondre à tout ce que vous avez proposé. Nous allons essayer de travailler sur cette question dans les 2 jours qui viennent et revenir vers vous sur cette question. Et nous allons vous informer, vous envoyer également l'enregistrement du webinaire pour que vous puissiez revenir dessus. Cela va vous être envoyé dans les jours à venir, donc vérifiez que vous avez bien reçu cela et revenez vers nous si ce n'est pas le cas. Merci beaucoup à tous pour avoir été présents et nous serons ravis d'avoir vos commentaires sur Connect. Donc, n'hésitez pas à aller mettre vos commentaires et nous allons essayer de répondre à vos questions. Merci à nouveau et nous espérons vous voir sur Connect et à notre prochain webinaire. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée à vous.